vos réflexions sur ce sujet. Juste pour le détail, moi, je suis le cabinet Palanca, donc c'est un cabinet, c'est une SCOP, une coopérative qui fait effectivement de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc je suis parti il y a 1 an et maintenant je me focalise sur la formation, parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc avec ça, on consensus. Pour dire que peut-être Super Héros Isabelle, c'est la seule école dans laquelle je ne suis pas encore intervenu. Je suis intervenu dans toutes les écoles sur ces thématiques, développement durable, inégalité sociale, changement climatique, transition énergétique. Je suis allé à l'INSA, à l'ENSI à 7, à l'EN7, à l'ICAM, au MIDAVI. Donc je connais un petit peu votre public. Et pour la petite histoire, moi j'ai fait l'INSA, donc c'est une école moins prestigieuse que Super Héros. Et je me rappelle être allé dans mon cours de maths en sud, je lui ai demandé est-ce que vous pouvez être parisienne, il m'a fait enseigne demi, ouais. Je suis où là, je suis parti de voilà. Alors, tout ça pour dire, c'est important la mesure des enjeux. Je vais juste rappeler le développement durable. Vous avez déjà vu ce triptyque, c'est pour dire effectivement, c'est ce que vous disiez, hein, on a parlé énergie-climat. À la base, historiquement, le développement climatique, c'était répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et donc, il y avait cette notion de cercle vertueux. On fait de l'écologie pour le social, pour de la puissance économique, etc. Donc, c'était intéressant. Moi, mes parents, ils m'ont toujours éduqué avec oui, le développement durable, c'est bien gentil, on donne des euros pour que les abeilles en Antarctique se développent, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, ça, c'était la première vision du développement durable, un petit peu, on fait l'environnement parce qu'on est gentil. Après, on a la deuxième image de développement durable en disant non, c'est vraiment des cercles vertueux qui s'alimentent les uns les autres. Et c'est vraiment, si on n'a pas les besoins sociaux auxquels on peut répondre, forcément, on n'aura pas de préservation de l'environnement, on n'aura pas de croissance économique, etc. etc. Toujours un point sur la notion de besoin, vraiment la notion de besoin, une définition qui est basée sur un terme qui est encore plus flou que ce qu'on veut définir, c'est compliqué. Un besoin, c'est quoi? Voilà, les besoins d'aujourd'hui en France, en 2020, est-ce que c'est les mêmes que les besoins de mes grands-parents en 1960? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut prévoir ce que seront les besoins des générations futures? C'est difficile aussi. Et géographiquement, c'est aussi une notion compliquée. Est-ce que le besoin d'Internet d'un Français de 2020, c'est le même besoin que quelqu'un qui est dans un autre pays où peut-être il y a moins d'infrastructures d'Internet? Quand je dis à des élèves, est-ce que l'Internet c'est un besoin? Ils me disent oui. Si je dis à des élèves derrière 40 ans, est-ce que l'Internet c'est un besoin? Ils me disent qu'est-ce qu'ils disent? Alors, idée phare quand même, voilà, tout ça je vous le dis, c'est parce que pour définir besoin, ils auront eu ce truc de dire les besoins des plus démunis sont prioritaires. Donc, notre besoin d'aller aux Maldives en avion, par exemple complètement innocent et hors contexte, mais notre besoin d'aller aux Maldives en avion, est-ce qu'il est aussi prioritaire que le besoin des populations plus démunies à manger tous les jours? Et c'était la première fois avec le développement durable qu'on a dit il y a des limites au développement économique de l'humanité. Sur ça, c'est là où je pense que c'est intéressant. Moi, du coup, j'ai fouillé un peu. Alors, avant, parce que j'ai déjà fait des interventions sur l'aéronautique, du coup, j'ai regardé un peu quelles sont les perspectives pour l'aéronautique et qu'est-ce qu'on se dit ou qu'est-ce qui est publié sur ce qu'est le futur de l'aéronautique. Alors, j'ai regardé ce magnifique document du ministère des Armées et du ministère de l'Économie et des Finances, d'1 page, assez digeste. En tout cas, moi, je regarde ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire que je lis, mais je regarde en termes de développement durable. Alors, on parle ni de carburant, ni d'essence, ni de kérosène dans le document, pas une seule fois. On ne parle pas d'énergie. Pas une seule fois on parle d'énergie, les avions, a priori, ça tourne à, on ne sait pas trop, les ressources au sens non humain. Ressources, terres rares, on en parle 0 fois. Ne parlons pas de climat, d'environnement, de développement durable, d'écologie. On en parle 0 fois aussi sur les perspectives de l'aéronautique dans les années. Alors, je vous enverrai des liens. Vous avez. Oui, c'est ouais, 2018. Oui. C'est l'aéronautique. Oui, c'est la C'est le Rafale. Non, alors c'était là. Alors, Industrie du futur, enjeu et possible pour la filière aéronautique. C'est le titre du document. C'est pas l'aéronautique militaire. Et en collaboration avec l'économie et les finances. Alors, je ne dis pas, bien pas bien, je dis juste que oui, ce qu'on trouve, c'est que. Je pense qu'effectivement, c'est
voilà, entendu. Si on est mal barré, Il y a eu une évolution récente de la prise de conscience que la Terre centrale du Grand Est, et c'est récent en 2018, c'était un peu avant. C'est ça. Alors, mais c'est historique. C'est-à-dire que c'est historique. Si vous regardez, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le problème de l'aéronautique. C'est le problème global de la manière dont on a vu l'économie depuis 100 ans. Ça, c'est un Français qui a défini l'économie en 1800. En 1800, il dit « Les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Et en 1800, il a raison. En 1800, il a raison. C'est-à-dire qu'en 1800, c'est Robinson qui est en face du lac Clément. Il ne va pas se demander combien de temps il va pouvoir boire avant que le lac se termine. C'est pareil, l'humanité en 1800, quand il s'agit d'extraire des ressources et d'émettre des pollutions, on s'en fiche. Parce qu'on est un pouillème de pouillème de pouillème. On n'est pas une force géologique. Sauf qu'on n'a pas réactualisé les sciences économiques avec la donnée qui est que maintenant, l'humanité est effectivement une force géologique. Donc, moi je trouve ça toujours intéressant, et c'est ce que Olivier disait à l'instant, les ordres de grandeur. Je suis quelqu'un qui aime bien, depuis toujours, ça fait 10 ans que je baigne dans ces problématiques-là, qui aime bien les ordres de grandeur, et effectivement, il y a des ordres de grandeur qui sont structurants. La question, c'est pas de savoir si on veut ou on ne veut pas. La question, c'est de savoir si on va pouvoir ou on va pas pouvoir. Il y a quelqu'un qui est très connu qui s'appelle Jean Covici. Hein, donc, je fais partie des gens qui pensent que sur le constat, il est imparable. Donc ça, c'est la consommation énergétique mondiale depuis 1860 jusqu'en 2017-2018. Vous l'avez par manière de produire l'énergie, donc vous avez la consommation en nouveaux renouvelables qui est photovoltaïque, éolien, en gros, dans les grosses masses, le nucléaire, les barrages hydro, le gaz naturel, le pétrole, le charbon et la biomasse. Donc, je vous laisse regarder ça 2 secondes. Et maintenant, je vous donne mes conclusions, enfin mes conclusions, mais les conclusions qu'on peut tirer de ce genre de schéma, c'est quand on parle de transition énergétique, elle n'a pas commencé. Hein, parce que transition énergétique, c'est une énergie qui remplace une autre. Là, depuis le début, ce qu'on fait, c'est ajouter des énergies aux autres. Et effectivement, il y a encore 80% du mix énergétique mondial, c'est des fossiles. Ce qu'on appelle et qu'on voit souvent hein, sur le devant des grands quotidiens, les nouvelles énergies renouvelables, ça vient de dépasser la dimension de l'épaisseur du trait du crayon, depuis ces dernières années. Vous pouvez analyser où sont les fois où on est arrivé à réduire notre consommation. Ouais, crise économique ou les guerres ou les crashs pétroliers. Voilà. En gros, c'est la seule manière pour l'humanité d'arriver à baisser sa consommation énergétique. Voilà, je pense que ça suffit. Ah oui, et dernière conclusion, c'est quand on parle de charbon comme énergie du passé, hein, le charbon, c'est maintenant. Et les Australiens en prennent de plus en plus conscience en ce moment. Ok, ça c'est autre chose. Pourquoi c'est aussi difficile la transition énergétique et pourquoi c'est aussi difficile de baisser notre consommation énergétique et pourquoi on le fait qu'en temps de guerre? Tout simplement parce qu'on ne sait pas faire de la croissance, de l'augmentation du pouvoir d'achat sans ça. Vous avez là les points, chaque point représente une année. Donc ce point-là c'est 1965, le dernier point c'est 2018. Tous les points entre, c'est les années entre 1965 et 2018. Et vous avez en abscisse, alors c'est dans quel sens? Voilà. En abscisse c'est la consommation énergétique mondiale en tonnes équivalent pétrole. Et en ordonnée, vous avez les millions de milliards de dollars en dollars constants mondiaux. Bon, ce que vous voyez, c'est que vous me donnez la consommation énergétique une année, je vous donne grosso modo le PIB. C'est le meilleur modèle macroéconomique qu'on ait trouvé. Ça fonctionne très très bien. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à baisser la consommation énergétique mondiale, c'est que quel pays, quelle civilisation va dire maintenant, on en fait moins. Est-ce qu'on peut le comparer aussi à l'accroissement de la population mondiale? Est-ce qu'on peut le comparer aussi à l'élévation du niveau économique, la
diminution de la pauvreté dans le monde. Ah mais c'est corrélé, non mais... Moi, c'est par rapport à un paramètre. Allez, sauf que le climat, par exemple, il s'en fiche de combien on est sur la planète. Ce que je dis, c'est relier la consommation d'énergie au PIB, faire ce lien, ça donne ça. Est-ce qu'on peut voir une courbe qui relie la consommation d'énergie à l'évolution de la population mondiale? Alors, vous avez il y a plusieurs courbes. Par exemple, vous avez une courbe qui est La précédente, elle était très impressionnante sur l'énergie, les énergies. Si on regarde l'évolution de la population sur la même période, alors, elle est encore plus impressionnante. merci de dire ça, c'est intéressant. C'est, on veut toujours raisonner en part relative. La part relative d'un humain par rapport au tout. Sauf qu'en fait, encore une fois, et après je réponds à votre question, là j'ai pas l'image, mais je l'ai quelque part, je peux vous la montrer après. En fait, le climat, ce qui l'intéresse, c'est la valeur absolue. Le fait que ça soit 10 milliards de personnes qui consomment moins ou 7 milliards qui consomment beaucoup, le climat, il fait pareil. Et c'est ça aussi intéressant. Après, effectivement, si vous avez la courbe de l'énergie par habitant, qui existe, hein, vous avez quelque chose qui est jusque dans les années 90, qui croît quand même, bon, plus doucement que dans la courbe que je vous ai montrée, mais qui croît. Et vous avez, depuis les années 90, une stagnation. C'est-à-dire qu'on continue à avoir de plus en plus de gens, un petit peu, mais qui sont moins dans la croissance chacun d'eux. C'est-à-dire qu'en gros, au niveau mondial, la croissance a baissé ces 20 dernières années. Donc c'est vraiment ça qu'on voit. Par contre, effectivement, si on continue à être stable, mais qu'on continue à être de plus en plus, le problème reste posé. Alors on nous dit souvent, oui, mais alors on va faire une énergie décarbonée, comme ça on va pouvoir croître sans carbone, donc sans émissions de gaz à effet de serre, donc sans changement climatique. Ça, c'est la même courbe, hein, avec les émissions de gaz à effet de serre, émissions de CO2, en fonction du PIB. Donc, ce que cette courbe suggère, c'est que pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à décorréler les deux. Oui, effectivement. Non, mais effectivement, il y a un petit mieux sur la ferme. Voilà, on se dit que potentiellement, c'est pas impossible. Ce qu'il faudrait que la courbe fasse, si on veut maintenir croissance et climat, c'est qu'elle reparte dans le sens émissionnel. Que tout simplement, elle fasse comme ça. Donc, le chemin est long, mais pourquoi pas. Ça, c'est une image que je trouve assez parlante. C'est les températures moyennes annuelles du globe de 1850 à 2018. Avec forcément, là, on est d'accord, on reprend les codes classiques. Plus c'est bleu, plus c'est froid, plus c'est rouge, plus c'est chaud. Voilà, pour montrer à tous les gens qui pensent que pour l'instant ça se réchauffe pas trop, mais que hiver, c'était quoi, c'est Noël au balcon, pas cotisant, ça a toujours existé. Oui, mais un peu moins. Alors, pourquoi on veut éviter ce changement climatique, hein, pourquoi on veut éviter ces émissions CO2? Parce que le changement climatique induit, et juste pour avoir un ordre de grandeur, si on veut limiter le changement climatique d'après le GIEC entre 1,5 et 2 degrés, il faut qu'en 2050, on soit à 0 émission carbone nette. 0. C'est-à-dire que 0, c'est-à-dire que ce qu'on émet doit être compensé et absorbé par ailleurs. Bon, on en est à 45. Et pour arriver à 0, on est sur des pistes où il faudrait qu'on baisse entre 7 et 13%. Ça dépend quand est-ce qu'on s'y met. Pour l'instant, on ne s'y est toujours pas mis, vu qu'on est toujours en hausse des émissions de gaz à effet de serre, année après année, parce qu'on n'est pas arrivé à faire ça sans guerre. Alors, le changement climatique, ça c'est quelque chose, moi je me vois encore, là je suis révolté, parce qu'en Australie, on montre les images des incendies, on montre des koalas qui meurent, on s'en fout. Enfin, la question, c'est pas les koalas. Alors moi, je suis pour les koalas, je trouve ça très mignon. Mais c'est pas la question, on n'est pas là pour sauver les koalas. On est là pour sauver l'écosystème qui permet à l'humanité d'être pérenne. C'est ça qu'on est en train de sauver, ou vouloir sauver, rien de plus. Oui, les écosystèmes, mais ce que je veux dire, c'est que on a une image très bienfaisante de ce que c'est le combat contre le changement climatique. Comme si le but, c'était de sauver la biodiversité. Oui, ça peut l'être. Mais il faut voir que ce qu'on est en train de sauver surtout, c'est notre capacité à avoir une société stable. Parce que intempéries, inondations, sécheresse, ouragans, instabilité climatique, c'est des mauvaises récoltes, c'est des migrations. Quand vous allez avoir
le pourtour méditerranéen qui va continuer à s'assécher, la bouffe qui va continuer à augmenter en termes de prix, etc., enfin, ils ne vont pas rester là. Et si on n'est pas capable de gérer des dizaines de milliers, qu'est-ce que ça va être quand ça va être des dizaines, des centaines de millions? Ça s'appelle des guerres. Donc voilà, ça, alors moi j'ai habité en Australie, du coup je me souviens quand ils ont introduit le violet sur le cadre météorologique parce qu'ils n'avaient plus assez de couleurs pour faire les deux, c'était en 2013. C'était en 2013, j'étais en Australie, le jour où ils se sont dit on va mettre du violet parce qu'on ne sait plus faire au-dessous de 50 degrés. Ça c'est l'Australie en ce moment, novembre 2019. Dans le changement climatique, il faut voir que c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel on est, duquel il faut qu'on sorte. C'est le changement climatique, donc c'est tout ça, c'est des intempéries, c'est une instabilité, c'est l'immigration. Pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire, on va mettre en place des systèmes, on va faire des digues, des immeubles, des nouveaux systèmes agricoles, des nouveaux logements. Ça c'est quoi? C'est la consommation d'énergie. Donc pour pallier au risque du changement climatique, qu'est-ce qu'on va faire? On va consommer de l'énergie. Cette énergie qu'on va consommer, elle va engendrer plus de changement climatique si on ne change pas et qu'on ne fait pas comme ça sur la courbe. Du coup, on est marron, c'est compliqué. Alors, moi je pense que le développement durable dans le bon sens aujourd'hui, bien sûr que c'est social, bien sûr que c'est économique, mais en fait il faut le remettre dans le bon sens, le développement durable. Le développement durable, c'est considérer que l'environnement, c'est juste la pierre angulaire de ce que nous on en fait après. Sans environnement, sans ressources, sans stabilité climatique, pas de justice sociale et pas d'économie. Alors, juste pour mettre des ordres de grandeur, j'ai aussi lu les préconisations de l'organisme de l'aéronautique internationale qui préconise 50% de baisse d'émissions d'ici 2050. Et il y a le patron de Safran apparemment qui s'est un peu attaché à la problématique qui dit c'est possible si on met les bouchées décuplées. Si on se met, et là moi je suis très d'accord avec ça, et de manière générale, si on ne se met pas dans une sorte d'économie de guerre, on n'y arrivera jamais. Et si on n'y arrive pas avec de l'économie de guerre, on aura l'économie de guerre quand même. Alors, et si il faut avoir un ordre de grandeur, c'est si on veut limiter à 1,5 degré, l'objectif global c'est 100%. Donc, quand on dit c'est bien l'aéronautique 50%, effectivement c'est bien. Sauf que l'objectif c'est 100%. Alors, et ça c'est intéressant, c'est que pour demain, les gens comme moi, ou les gens qui s'intéressent à la problématique, et une plus en plus grande partie de la population se projette dans des scénarios pour demain, avec de moins en moins de gens indifférents, et pour travailler depuis 5-6 ans avec des étudiants d'école d'ingénieurs, il y a de plus en plus d'élèves ingénieurs qui ont un avis tranché sur ces questions. Je posais ces questions-là il y a 5 ans, j'avais la moitié de la classe qui ne levait pas la main parce qu'ils ne s'identifiaient à aucun des scénarios. Je pose la question aujourd'hui. Le seul truc, c'est qu'ils voient très bien les scénarios, mais il y en a qui hésitent encore, mais 98% des gens, ils ont un scénario en tête. Alors, je vais parler de 2 scénarios surtout, mais je vais évoquer le 3e parce qu'il existe, et je vais l'évoquer en premier. Donc, il y a un scénario, c'est l'effondrement rapide de la civilisation. Et, alors je dis ça, on peut sourire. Bon, c'est des choses dont de plus en plus de gens parlent. Par effondrement, je veux dire un processus au cours duquel, ou un processus qui, à son terme, on ne répond pas aux besoins primaires de la population par la voie publique. En gros, la loi n'a jamais. Bon, ce scénario, j'en parle pas parce qu'il existe, il y a des gens qui en parlent. Il est scientifiquement appuyé par certaines données qui sont notamment la 6e extinction des espèces, etc., etc., notre fragilité économique, notre contrainte en ressources, etc. Je ne développe pas, c'est intéressant, je vous enverrai des liens si vous voulez, mais de toute manière, dans ce scénario-là, pas de perspective pour les AE, donc on s'en fiche. Pas de problème. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc on passe. Mais je vous l'évoque pour dire, il existe. Vous allez avoir des étudiants ou des gens qui vont prôner une sobriété volontaire. On va décroître volontairement. Je reviens sur ce que vous disiez, je crois tout à l'heure, c'est l'équivalent de se tirer une balle dans le pied pour l'aéronautique, parce que c'est des étudiants, ou c'est des gens, qui font la promotion de mobilité douce,
de sobriété, de moins prendre l'avion, d'avoir des modes d'habitat plus simples, avec des matériaux biosourcés, avec voilà, des manières de faire de l'énergie plus locale, plus résiliente, des éoliennes un peu homemade, tout le secteur des low-tech, par exemple. Les low-tech, c'est des technologies par antithèse au high-tech. Voilà, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est des modèles de société dans lesquels de plus en plus d'étudiants s'inscrivent, et vous avez un groupe que vous pouvez regarder qui s'appelle ingénieurs engagés. Les ingénieurs engagés, il y en a une grande partie qui s'inscrivent dans des scénarios low-tech parce que pour eux, il n'y a pas de futur global high-tech possible. Donc la seule chose à faire, c'est des croix. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut que vous fassiez, je dis juste que ça fait partie des scénarios. C'est pas tout à fait ce que j'avais dit. Je pense qu'on peut faire ça et rester dans ce jeu. Ah, alors, la plupart des... Alors, moi je suis un partisan... On peut venir en vélo et considérer qu'il faut construire et qu'il faut faire une aviation plus propre. On peut à ce stade et être convaincu que les ingénieurs de demain vont trouver des solutions. Alors, je suis à la fin, alors, je partirai sur le je suis d'accord, et après on va parler de comment je suis pas d'accord aussi. Mais, sur le côté je suis d'accord, en fait là je présente des scénarios monolithiques, comme si ils étaient cohérents, ils allaient tous dans un sens. C'est pas vrai. C'est juste pour donner une grille de lecture, qui est forcément imparfaite, comme toute grille. Mais par contre, vous allez trouver beaucoup d'ingénieurs engagés qui militent pour le vélo, qui militent aussi quand même, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation, qui militent aussi pour qu'on prenne moins l'avion. Et ça, c'est pas une question de moi je trouve ça bien, moi je trouve ça pas bien. Mais moi, je n'ai pas dit qu'il fallait pas pouvoir prendre l'avion. Ça, c'est... Voilà. Non, mais je suis pas sûre. Si, On va raconter que Caroline prend le vélo et l'avion. après, vous avez les scénarios croissantistes. Les scénarios croissantistes, c'est les gens qui vont militer pour une rupture technologique qui va permettre à la société humaine de repousser les limites de l'énergie, des ressources actuelles. Et vous avez là-dedans, alors moi je suis intéressé aussi par ça, donc vous avez Elon Musk qui va essayer d'aller faire une colonie humaine sur Mars, 1 million de personnes sur Mars, qui au passage va pouvoir peut-être miner des comètes, etc. pour amener des minerais et avoir plus de terres rares sur la Terre. Vous avez le projet ITER de fusion nucléaire, vous avez les voitures électriques, vous avez les ordinateurs quantiques, etc., etc. Donc ça, c'est des technologies qui, effectivement, dont le but est de repousser les limites techniques actuelles à essayer de capitaliser sur la Terre et le système solaire et la Voie. Alors, moi, je pense très fortement, parce que forcément, chaque scénario a ses militants. Il y a une part de croyance dans chacun des scénarios. C'est-à-dire que moi, la personne qui m'a fait prendre conscience de ces scénarios, c'est quelqu'un qui dit « je crois fermement au scénario technologique ». Il dit bien « je crois ». Je trouve que c'est important de dire ça, c'est qu'il y a une sorte de croyance. Et je pense que, par exemple, pour l'effondrement, je suis assez anti-effondriste, tout simplement parce qu'une croyance collective qu'on a tous est une croyance qui est autoréalisatrice. Et que Yoda a tout à fait raison de dire « always in motion is the future ». Et vraiment, je pense qu'on ne sait pas ce que l'humanité est capable de faire pour le pire et pour le meilleur. Alors, ça c'est important, c'est que par contre, bien sûr. Vous pouvez me remettre la planche de décroissance. En fait, moi je suis étonnée que... Alors, je suis étonnée, je ne suis pas spécialiste de tout ça, parce qu'à un moment donné, on s'est posé la question de dire, en fait, le problème c'est bon, on est chronologique. C'est aussi une forme de décroissance, c'est pas ça. Bon, j'en parle, je lève, je ne pas ça, c'est fait, là, mais peut-être que si on dit l'infocage, les vieux, c'est là. C'est quoi l'effondrement, c'est... Tu veux dire des politiques anti-démographiques. Une décroissance, ça peut être de dire, on prend pas l'avion, mais ça peut être aussi de dire, je dirais même là, c'est... Sans que les politiques aient à en parler, parce que, en gros, on est dans des sociétés qui sont quand même assez natalistes. Moi, je pense que la génération actuelle est la première à se poser la question de est-ce qu'on fait des enfants ou pas. Moi, je fais l'enfant. Ça dépend des cultures et des cultures. Oui, mais dans la génération dont je fais partie, dans la culture dont je fais partie, on se pose pour la première fois la question de est-ce qu'on va faire des enfants ou pas.
pour des questions, 1, d'impact, et 2, est-ce que vraiment j'ai envie qu'il endure ça? C'est plus mon avis. C'est une forme de sélection naturelle, c'est-à-dire que ceux qui pensent que le futur sera pas radieux, en fait, vont disparaître. Exactement. C'est ça. Donc on aura les radieux qui continueront à essayer de... Non, mais c'est Je ne pense pas que vous soyez la première génération à entendre ça. Je l'ai déjà entendu il y a 30 ans, Ok. pour des raisons économiques, etc. Très bien. C'est pas si mal que ça. Oui, je vais Là, la c'est prendre. pour d'autres raisons. Oui, ça me va tout à fait. J'attendrai, si je suis encore là dans 30 ans, pour voir les ratios et voir... mais voilà. Alors, par contre, et moi j'aimerais bien vous laisser avec... Enfin, j'ai pas fini la truc. Je suis à combien de temps? 28 minutes. Excellent. Moi, si je veux vous laisser avec une idée, c'est je suis pas là pour vous dire le scénario qui est bon, c'est celui-là, c'est celui-là. Moi, j'en sais rien. Si une personne avait la solution, ça se saurait. Et on n'en serait pas là. Par contre, moi, ma certitude, c'est que les changements dans notre vie, et je pense que là, ça se précipite, donc ça va de plus en plus vite, donc c'est pas une question d'enfant, de machin, de vieux, c'est une question de là, cette décennie-là. Et je pense que cette décennie-là, les changements qu'on va voir, qu'on va vivre, ils vont être radicaux et rapides, dans n'importe quel sens. Que ce soit dans la croissance d'une percée technologique qui va nous permettre ou de la décroissance, c'est pas à moi d'en juger. Mais par contre, les changements, ils seront forcément radicaux et rapides. Et cette radicalité, cette rapidité, soit c'est nous qui l'amenons, par nos politiques, par nos décisions, par notre courage, soit c'est l'environnement, l'écosystème qui va nous amener ces changements. Parce que le climat, quand il décide de tout cramer, il n'est pas en mode est-ce que vous êtes prêts à moins prendre l'avion? Il s'en fout, il en veut. En Australie, le climat a demandé à personne ce qu'il fallait bouger. Et quand on va avoir des tempêtes, des ouragans qui vont altérer les cultures, qui vont altérer notre capacité à manger, le climat ne décidera pas et ne demandera pas notre avis si on a envie d'avoir la famine ou pas. Donc, les changements, soit ils sont radicaux et rapides parce que nous, on le fait, soit on va le subir. Et ça revient aussi à la question que vous avez, est-ce qu'on est acteur du changement ou est-ce qu'on le subit? Le changement, il va arriver radicalement et rapidement. Donc soit c'est nous qui changeons, soit c'est on subit. Et je pense vraiment que le climat, c'est la 3e guerre mondiale. Et je pense qu'on est en train de perdre la guerre mondiale parce que personne fait, et on fait comme s'il n'y avait pas de guerre. Parce que c'est une guerre qui est... Il y a un délai. On ne la sent pas tout de suite, donc on ne se sent pas en guerre. Moi, je milite pour qu'on se sente en véritable guerre mondiale, et c'est pas la guerre entre l'Iran et les États-Unis. La guerre mondiale qui a lieu en ce moment, elle a lieu depuis des décennies, c'est le climat, et on perd lamentablement. Alors, zoom sur l'aéronautique. Moi, je pense que quand je réfléchis à l'aéronautique, je vois effectivement 2 maillons faibles, ou 2 questions qui se posent sur l'aéronautique spécifiquement. Je suis d'accord que l'aéronautique, c'est 2% des émissions GES dans le monde. C'est vrai. Sauf qu'en fait, avec une génération qui se pose la question de comment on fait, eh bien, une génération comme un individu comme moi, le meilleur moyen en un clic d'avoir un bilan carbone meilleur, c'est de ne pas cliquer sur acheter ce billet d'avion. C'est pas que c'est le plus efficace, c'est que en termes d'éco-gestes, c'est le rapport temps passé clic qui est le meilleur. Donc vous allez être confronté à l'impact environnemental ressenti des gens qui prennent l'avion. Moi, alors en Australie, vous vous doutez bien que je n'ai pas été à la barque, mais depuis 2013, j'ai plus pris un avion. Donc je ne dis pas que c'est bien, en aucun cas. Juste que vous allez être confronté à ce genre de personnes comme moi, qui dit à clic constant, le mieux c'est que je ne prenne pas l'avion, que je ne doute pas sur acheter ce billet d'avion. Vous allez être confronté à ces gens-là. Et tant que moi, vous ne me donnez pas un avion qui fasse que je consomme moins à mon ratio en allant à Madrid, parce qu'on va faire déjà un 12 Madrid direct, je ne vais pas passer par une autre capitale, qu'un bus ou qu'un train, je ne prendrai pas l'avion. Et c'est pas un jugement de valeur que je fais, hein. C'est vraiment juste, vous allez faire face à cette population, et cette population, grâce à une jeune petite Suédoise, est en train d'augmenter. Et c'est pas grâce à elle, parce que Greta, elle n'a rien fait. C'est un contexte qui fait que. Mais ce contexte-là,
il va être encore plus puissant que Greta. Parce qu'il ne va pas cesser. Ou alors, s'il cesse, tant mieux. On fera autre chose et ça sera très bien. Deuxième problème qu'il faut se poser, c'est la disponibilité en ressources. Parce que j'en ai pas parlé, parce que c'est pas l'objet forcément, mais il y a quand même une contrainte énergétique qui fait que c'est de plus en plus difficile d'extraire du pétrole, du kérosène, etc. Et on ne sait pas ce que va donner le marché des carburants dans les 10 prochaines années. Si en plus s'ajoute à ça de la géopolitique et des problèmes d'approvisionnement comme ça, effectivement, c'est un autre sujet, c'est la disponibilité en ressources. Donc, ce que je vous ai fait là, c'est juste, je me suis dit, bon, c'est quoi les solutions, quand on parle de solutions, si on met ces deux axes de l'impact environnemental et de la disponibilité en ressources? Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place qui font que on améliore l'impact environnemental et on améliore la disponibilité en ressources de l'humanité pour l'aéronautique? Et comparé à la situation actuelle, à trafic constant. Parce que c'est un peu comme la démographie. Si on s'améliore d'un côté 2% de rendement des moteurs et qu'il y a 4% de trafic en plus, on est 2% marron. Donc, il y a les solutions technologiques à ça. Donc, on va avoir là-dedans des carburants synthétiques avec captation du carbone. On va avoir l'efficacité des vols. Ce que disait Safran, le directeur de Safran disait on est capable d'ici 2050, avec notamment une technologie avec des rotors, je n'ai pas très bien compris, c'est pas ma spécialité, mais d'avoir 15% de rendement plus efficace d'ici 2050, qui potentiellement avec une optimisation du transport aérien et d'autres choses faites, peuvent potentiellement arriver à 50% de réduction pour un trafic constant, je le rappelle, d'ici 2050. Vous avez peut-être, pourquoi pas, un avion à fusion. Si un jour vous arrivez à faire un avion à fusion nucléaire, on est bien. Mais en tout cas, tout ça, c'est des innovations technologiques qui peuvent vous permettre effectivement de refaire mettre un pied dans un avion à quelqu'un comme moi. D'ici 2050, pourquoi pas. Après, vous avez toutes les solutions des croissants. Oui. Ils ont l'antigravité quand même, ce serait vachement bien. Voilà. Et puis vous avez aussi le Hyperloop au travers de l'Atlantique. Moi, je me positionne pas dessus, je dis juste que moi ça m'intéresse, si c'est possible, pourquoi pas, je suis pas contre. Après, vous avez des solutions qui sont plus décroissantistes. Dans les solutions décroissantistes, vous avez faire des avions avec moins de classe business, ou alors faire des classes éco qui soient plus confortables avec le même espace pris par quelqu'un, un meilleur taux de remplissage des avions, une baisse du trafic, le fret bateau qui rassemble qui remplace tout le fret avion, un tourisme bas carbone. Mais ça c'est pas vous qui allez le porter peut-être, c'est juste que ça va faire partie des solutions qui à la fois augmentent la disponibilité en ressources et à la fois minimisent l'impact environnemental. Après, vous avez les solutions qui ont un impact toujours négatif sur les ressources, mais un impact positif sur l'environnement, sur l'impact environnemental, c'est par exemple la compensation carbone. Vous avez à l'inverse un impact positif sur la disponibilité en ressources, mais négatif sur l'environnement, ça va être des carburants synthétiques à partir du charbon. On sait faire des carburants synthétiques, ou du kérosène à partir du charbon, on sait faire depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça marche. Bon, sauf qu'environnementalement, ça serait un scandale. Mais pour la disponibilité en ressources, c'est génial. Et après, vous avez les solutions qui ne répondent à rien, c'est une augmentation de trafic. Ça, c'est solution. Ok. Donc ça, c'est effectivement... oui. Sur la compensation des vols, ouais. Aujourd'hui, on voit des compagnies Air France, EasyJet qui annoncent leurs vols. Est-ce que c'est susceptible de faire revenir dans les avions des gens? Non, absolument. Absolument pas, parce que pour moi, voilà, c'est clairement ça, je suis bonne conscience, parce que le bilan carbone de mon voyage en avion, c'est la compensation, c'est un pouillème de l'impact environnemental que je vais avoir. C'est vraiment, on n'est pas dans les bons ordres de grandeur, et on n'est même pas dans les bons ordres de grandeur en termes d'échelle de temps. C'est-à-dire que moi, il y a deux raisons pour lesquelles je prends pas l'avion. Il y a une raison qui est purement égoïste. C'est que moi, je ne suis pas sûr que
suis dans une démarche de sobriété où je me dis, ma meilleure chance d'être heureux pendant toute ma vie, c'est d'être heureux avec le moins parce que je ne fais pas confiance à la société mondiale pour m'apporter une stabilité. Et donc du coup, je me dis, bah, si j'arrive à être heureux sans avion, j'ai plus de chances d'être heureux dans la société qui arrive. Et après, c'est une question de c'est quoi mes actions qui sont les plus efficaces en termes d'impact carbone. Et effectivement, il y a un délai de temps qui est que là, déjà, on en a pour 20 ans. Les actions qu'on fera aujourd'hui mettront 20 ans à arriver à tempérer le changement climatique. C'est-à-dire que le changement climatique, pour les 20 prochaines années, on est condamné. Il est déjà programmé. Donc ça veut dire que ce qu'on voit là, quand même, il faut réaliser que l'aggravation en ce moment, c'est l'aggravation due à nos émissions d'il y a 20 ans. Sachant que depuis 20 ans, on augmente, ça veut dire qu'on est condamné pendant les 20 prochaines années à ramasser de plus en plus. Donc sur ça, c'est là où la compensation, pour moi, c'est pas une action de guerre. Et je reviens sur ça. Alors c'est sûrement très violent. C'est pas... Mais vraiment, il y a ce truc de compensation, ça va faire partie de ce que j'appelle le greenwashing. Grosso modo. Là, alors, c'est pas forcément clair pour tout le monde, parce que tel que j'ai présenté, France, si on compense, c'est neutre. En fait, vous dites que ça ne l'est pas. La compensation, elle se fait souvent avec des programmes de reforestation, des choses comme ça. Si moi, effectivement, je veux encourager la reforestation, je vais donner 30 € directement effectivement, à une association qui va reforester. Mais du coup, le fait de reforester ne compense pas le fait d'avoir des lignes à 1 tonne, par exemple, par rapport à une heure. Et surtout, c'est une illusion, et je pense que la plupart des gens, comme tu l'as dit, qui militent en fait depuis le prendre l'avion, en fait, c'est clairement pas la compensation carbone qui va les faire revenir. Hein. Et on ne me fera pas croire qu'en mettant 1,82 € d'un billet d'avion, je vais compenser le bilan carbone de mon voyage. C'est mathématiquement et économiquement pas possible que 1,82 € arrive à compenser ça. Oui, enfin, moi, la compensation, de toute façon, je pense que le diesel super-héros ne peut pas y apporter grand-chose. En plus. En revanche, je suis un peu choqué par le fait de présenter ça comme une guerre. Alors, je vais dire pourquoi. C'est pas parce que je pense que c'est pas important, c'est parce que je pense que les guerres, et en particulier la Deuxième Guerre mondiale, ont eu plus d'impact négatif en ce qui concerne ce sujet après avoir eu lieu que pendant. Donc, déclencher une guerre, c'est s'exposer au fait qu'il y ait peut-être des résultats très importants pendant la guerre, mais c'est s'exposer au fait que les conséquences après soient absolument désastreuses et complètement à l'inverse de ce qu'on voulait. Alors, vous me permettez du coup de préciser, c'est bien, merci, de préciser ce que je veux dire. Quand je dis guerre, je ne dis pas guerre les uns contre les autres. C'est en gros, j'aime pas du tout Yves Cochet, mais il a dit un truc intéressant. Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, qui est maintenant un effondriste qui a pignon sur rue. Il a dit un truc intéressant, il dit il faudrait une économie de guerre pour arriver à résoudre ces problèmes, dans le sens, pas en termes, c'est bien la guerre, en termes de mobilisation générale. C'est ça. Et du coup, je me dis, et il dit juste, on n'a jamais eu d'économie de guerre sans guerre. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait qu'on se ressente dans le même état qu'une guerre pour arriver à mettre assez d'énergie pour arriver à résoudre ça. Parce que je pense que si on ne le fait pas, on la subira. Et elle sera les uns contre les autres, plutôt que tous ensemble. Ça, je suis d'accord. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Simplement, la différence pour moi entre une guerre et une vision à long terme, c'est que dans la vision à long terme, il y a un projet qui prend en compte les mesures d'état de guerre, mais on ne peut pas rester indéfiniment en mesure d'état de guerre. Il faut avoir une vision à très long terme. Je suis quand même d'accord. C'est là que, pour moi, guerre et vision à long terme, c'est pas... Je suis assez d'accord. Moi, mon message, parce que ça fait 10 ans que je milite sur ça, je vois bien qu'on ne va pas au millième du dixième de la vitesse à laquelle il faudrait qu'on aille. Okay. Donc, je me dis, voilà, c'est quoi les messages qui vont faire en sorte qu'on arrive à se mobiliser 1000 fois plus. C'est ces sortes de grandeur-là. Donc voilà. Après, je suis d'accord avec vous, c'est un état de guerre au service d'un projet long terme, mais c'est pas à moi de dire ce que c'est le projet long terme. Juste 2 secondes pour le zoom sur ça. Là, par exemple, sur le fonctionnement de l'établissement, je trouve que c'est important d'avoir un fonctionnement quand même de l'établissement qui est sobre, parce que même si c'est un mauvais ordre de grandeur, il suffit que vous fassiez un entrepreneur qui arrive à faire voler un avion et la fusion, et vous pouvez tous venir en avion, et ça sera très bien quand même. Donc même si c'est mauvais ordre de grandeur, c'est important d'être aligné.
Et c'est important pour les élèves que vous soyez alignés. Mais il faut être aligné, c'est-à-dire qu'à la fois, il faut que les contenus d'enseignement aillent dans cette direction, et il faut que l'établissement aille là-dedans. Un conseil, pour avoir d'aller dans beaucoup d'écoles, faciliter et canaliser ce qui demande à être fait. Vous en avez plein, des élèves ingénieurs qui demandent que ça. De faire des choses, de faire des éco-festivals, vous en avez plein. Voilà. Moi, j'ai la plupart des interventions, c'est parce que des élèves ont demandé à leur établissement que j'intervienne. Écoutez-les, voilà. Ils savent. Deuxièmement, sur le contenu des enseignements, forcément, moi, allez sur ça. Enfin, je sais pas, en tout cas, ce qu'ils savent peut concerner le contenu des enseignements, allez-y. Hein, je pense que c'est ça qui est important. Deuxième chose, désiloter les enseignements, parce que moi je pense qu'aujourd'hui on est dans la panade, notamment parce qu'on est dans une société qui est hyper spécialisée. Chacun dans son silo, on est très très fort, et en fait, il n'y a personne qui est trop formé à prendre du recul et dire tous ces silos ensemble, qu'est-ce que ça va donner? A priori, un truc pas très bon, comment on fait? Donc, enseignez ça. Et ça me fait arriver sur mon troisième truc, c'est, moi, je pense très fort ça, c'est que le problème auquel on fait face, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la phrase de Jean Rostand, qui dit